crois être en train de respirer de l'air. Ce qui nous mène à Maya. Ce mot sanskrit est souvent interprété comme désignant l'illusion de la réalité, ce qui peut nous amener à croire que le réel n'existe pas. Or, il s'agit davantage de désigner l'idée que le réel n'est pas ce qu'il semble être. Il ne s'agit donc pas de nier l'existence de la réalité, mais d'admettre que notre perception des choses et des phénomènes qui la constituent est biaisée par notre méconnaissance. Ainsi, nous ne voyons le monde qu'à travers nos conditionnements, ce qui nous empêche d'accéder aux vérités fondamentales, tout comme nous regardons les films à travers une lecture intuitive, émotionnelle ou intellectuelle, en oubliant que ces trois mondes sont profondément liés. Nous voici plongés dans un enseignement d'une grande profondeur qui ne peut se révéler que pour celles et ceux qui acceptent de voir les choses telles qu'elles sont et pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire un ensemble de coproductions conditionnées. Ce qui implique que notre identité ou notre personnalité sont des représentations illusoires et que pour le réaliser pleinement, nous devrions apprendre à nous observer et à nous connaître. Comme l'enseignait Bouddha, ce n'est pas simplement une vision philosophique de la vie, c'est le seul et unique chemin qui mène à la cessation définitive de la souffrance. Parmi eux, cette célèbre séquence, souvent exclusivement interprétée comme une phrase philosophique, alors qu'elle pourrait peut-être être comprise au sens littéral. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. S'il n'y a pas de cuillère, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de réalité. Pas de cuillère, pas de réel. Matrix jongle malicieusement avec la notion de simulation en opposant un univers simulé à la réalité que découvre le héros. Mais l'idée de simulacre ne semble pas être vraiment abordée. Pourtant, en adoptant une lecture plus profonde, on réalisera que le film opère précisément comme un simulacre et que les moyens et les images auxquels il a recours pour nous révéler sa vérité sont les outils mêmes qui nous interdisent de la comprendre. Mais nous y reviendrons. Qu'en était-il du lapin blanc ? Le film met en avant un univers de simulation informatique et c'est un monde purement logique. Or, l'histoire se déroule de manière à initier un visionnage émotionnel et intuitif. Alors, à votre avis, quelles sont les interférences improbables et les malentendus complexes qui peuvent naître au croisement de l'intelligence intuitive et de la pure logique ? L'auteur d'Alice au pays des merveilles, illustre inventeur du personnage du lapin blanc, était un amateur et un professeur de mathématiques qui écrivait des romans sous le pseudonyme de Lewis Carroll. C'est l'un des pères de la logique moderne et il a évolué dans une époque où ses contemporains donnaient naissance à la logique binaire, la base de l'intelligence artificielle, selon laquelle une proposition est soit vraie, soit fausse, ce qui influence les moyens d'en déduire de nouvelles. Mais Lewis Carroll a souhaité démontrer qu'on pouvait créer une sensation de cohérence à partir d'une proposition initialement fausse, et il allait effectivement découvrir qu'un univers logique, entièrement basé sur une proposition absurde, était intuitivement ressenti comme étant cohérent. C'est ce lien fascinant entre la plus pure logique et l'intuition que Charles Lethwick Dodson, alias Lewis Carroll, a exploré à travers l'histoire d'Alice, qui presque 160 ans après sa publication continue de fasciner par son univers perçu intuitivement comme cohérent, malgré l'absurdité de ses propositions. Suis le lapin blanc, que je suive le lapin blanc. Toc toc néo. Ce lapin, symbole ancestral du passage de l'obscurité à la lumière, est celui qui mène à la clarté celles et ceux qui sont prêts à la recevoir. Dans le premier Matrix, il apporte un message que peu d'entre nous ont vraiment reçu. Le voici. Chers spectateurs, dans ce film, il ne sera question que de simulacre et de simulation.
En laissant votre attention se poser sur le signifiant, vous le confondrez avec le signifié. Alors intuitivement, vous vous créerez un monde cohérent, bien que basé sur une proposition absurde. Même si nous vous rappellerons sans cesse, par des images et des signes, que vous vous trouvez dans un univers informatique, et donc gouverné par la plus pure logique, vous y verrez la projection d'une aventure humaine à votre image. Et c'est ainsi que même un spectateur cultivé, qui verra à travers la référence de Baudrillard l'idée d'un Néo découvrant le réel au-delà de la simulation, ou qui reconnaîtra du Lewis Carroll en le voyant suivre le lapin blanc, acceptant ainsi son choix du jour, même ce spectateur érudit se sera fait berner par sa lecture intuitive de l'histoire, l'empêchant de réaliser que ces références y sont impliquées non pas en tant que clin d'œil culturel, mais comme des systèmes déjà à l'œuvre dans le film. Autrement dit, ici, la référence joue déjà le rôle de simulacre. Elle énonce une première vérité que peu de spectateurs seront prêts à accepter et que certains n'accepteront peut-être jamais. Dans Matrix, le réel était une illusion. Lorsque Neo rencontre l'oracle, elle lui demande s'il sait pourquoi Morpheus l'a amené à elle et s'il pense être l'élu. Chose à laquelle il répond: Honnêtement, je ne sais pas. Vous savez ce que ça veut dire? C'est du latin. Ça veut dire « connais-toi toi-même ». L'école de Vedanta, dont les textes principaux s'appuient sur les Upanishads, a expliqué que la réalisation complète de la connaissance de soi nécessite à la fois la compréhension de l'ignorance, des doutes et des erreurs, ainsi que la compréhension des principes invisibles et des vérités incorporelles et éternelles. Je ne suis pas l'élu. Je suis désolé. Vous avez le pouvoir. Mais on dirait que vous attendez quelque chose. Neo est habité par la confusion, il ne se connaît pas et semble attendre de l'oracle qu'elle lui dise qui il est, ce qu'elle fait, mais très implicitement, comme pour l'inciter à le voir de ses propres yeux. Se connaître soi-même implique de ne faire qu'un avec toutes les parties de soi pour révéler la vérité. Ici, Neo est confronté à ses propres doutes et à sa propre méconnaissance. Sa discussion avec l'oracle n'avait pas pour but de lui révéler son avenir, mais de le confronter à son présent. Il doit réaliser qui il est, par lui-même. Car éliminer l'ignorance est une étape nécessaire qui ne peut venir que de la pleine compréhension des conditionnements qui influencent notre perception, pour ensuite apprendre à regarder au-delà. Neo doit transcender ce qui lui semble être pour voir ce qui est, faire tomber le voile des illusions et libérer son esprit pour réaliser qui il est. C'est le chemin qu'emprunte tout initié pour épurer son esprit de la souffrance et réaliser sa nature profonde. Et ce chemin n'en est pas vraiment un, car il n'y a pas de quête à mener, il n'y a rien auquel il faille accéder, il n'y a rien à accomplir, mais à voir, rien à faire, mais à être. Ce n'est pas un processus, c'est une réalisation, tel que c'est dit dans les Védas. Vous êtes cela. J'aimerais libérer ton esprit, Néo, mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir. On ne peut que nous aider à enlever le voile qui cache la vérité à nos yeux. La cessation de l'ignorance ne peut venir que lorsque je sais que le divin et moi sommes un. L'idée que nous sommes liés n'est qu'une illusion, car il n'y a pas de séparation. Une idée que Neo ne comprendra et ne réalisera pleinement qu'à la toute fin de la saga, et qu'il oubliera peut-être ensuite. Impose une vision déterministe, ce qui annihile toute idée d'avoir la liberté et le contrôle du choix, poussant le spectateur à accepter celle que ni Neo ni les autres ne sont véritablement maîtres de leur destin. Il développe une pensée dont le seul dessein est de prouver que toute action est conditionnée par la seule loi de causalité. La causalité. Action, réaction, cause et effet. Toute chose commence par un choix. Non, faux. Le choix n'est rien qu'une illusion créée pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui n'ont pas. Il souligne avec mépris à quel point ses interlocuteurs et lui-même sont prisonniers de l'implacable mécanique de la causalité, ce qui ne peut laisser à la liberté et au contrôle du choix que l'illusion de la décision. En rappelant cette loi universelle, le mérovingien a pour projet d'anéantir toute croyance en la possibilité d'un choix.
Il surgit comme une sorte d'anti-oracle, démontrant en pure logique que tout choix est impossible et qu'à un niveau universel, il n'est que la résultante d'une programmation. Ainsi, nous serions tous pris dans le piège des éternels engrenages du karma. La gestuelle précieuse et suave de Lambert Wilson illustre brillamment le rôle diabolique du tentateur, dont l'intention est de semer le trouble et la confusion dans l'esprit des mortels. Tel Hadès, il brouillera l'esprit de celles et ceux pour qui la notion de liberté de choisir est une idée fondatrice, parce qu'elle apporte du sens à l'existence. Un processus qu'empruntera régulièrement la science pour soi-disant prouver que nous ne sommes pas libres de nos décisions et que l'essentiel de nos comportements sont biologiquement explicables, faisant ainsi du déroulement de notre vie une production conditionnée et prédictible. Ce qui est en grande partie vrai, mais en aucun cas de manière absolue. Autrement dit, nous ne serions ni entièrement conditionnés, ni entièrement libres. Par ailleurs, si le mérovingien semble avoir parfaitement intégré que la compréhension de la chaîne de causalité lui confère les rênes du pouvoir, il peine à camoufler sa frustration de ne pas être capable de la transcender pour voir au-delà. Une frustration qui s'exprimera plus tard par une volonté de posséder un trésor qui appartient à l'oracle. Les yeux de l'oracle. Pourquoi vouloir posséder les yeux de l'oracle si ce n'est pour voir ce qui ne lui est pas accessible, c'est-à-dire voir au-delà de la causalité? Parce que face à la question du choix, l'oracle adopte une posture tout à fait différente. Pour elle, ce n'est pas seulement le fait de choisir qui compte. Mais tu n'es pas venu ici faire ce choix, tu l'as déjà fait. Tu es ici pour essayer de comprendre pourquoi tu l'as fait. Dans notre vie, nous sommes tous amenés à faire des choix, plus ou moins importants. Mais pour nous sentir épanouis, nous n'avons pas besoin d'être sûrs de réellement faire ces choix, parce que nous en avons déjà la sensation. Intuitivement, nous sommes déjà convaincus d'être maîtres de nos choix, même si en vérité ce n'est pas toujours le cas. Le plus important n'est donc pas uniquement le libre arbitre en tant qu'aptitude à choisir, mais aussi le libre arbitre en tant qu'aptitude à se sentir aligné avec ses propres choix. Autrement dit, ce n'est pas simplement le fait de choisir qui compte, mais pourquoi vous faites ce choix et comment vous vivez avec. Parce qu'on ne voit pas plus loin que les choix qu'on ne peut pas comprendre. L'oracle offre à Néo la possibilité de voir au-delà, ce qui lui donne un accès à une vision plus profonde de sa destinée et le guide vers une meilleure connaissance de lui-même. Pour elle, il n'a jamais été question d'influencer les choix de Néo, mais de l'aider à les comprendre. Jusqu'à la rencontre du mérovingien, l'essentiel du parcours de Néo était tracé comme une prophétie, ne laissant place à son libre arbitre que dans l'exercice d'une démarche introspective. Telle l'exécution d'un programme commandé par une succession d'équations, il n'a fait que déployer son code sur un chemin prédestiné. Seule sa rencontre avec la source lui permettra de transcender ce conditionnement, jusqu'ici inébranlé. La confrontation avec le père de la matrice sera l'étape nécessaire à la transcendance et les prémices de l'effondrement d'un monde d'illusions. Personnage à l'allure patriarcale proche d'anciennes représentations bibliques ou de celles du démiurge, demi-dieu dont le rôle serait de maintenir les humains dans l'ignorance du caractère illusoire de ce monde, il se présente comme l'architecte. J'ai créé la matrice. Il dit à Néo que sa création irréprochable ne pouvait maintenir son harmonie à cause de l'imperfection des êtres humains, l'obligeant à intégrer dans ses équations l'anomalie systémique que Néo représente et dont il est à ce moment la 6e incarnation. Ce qui pourrait expliquer le mur d'écran déjà visible dans la scène de l'interrogatoire au début du premier Matrix. Toutes ces images de Néo pourraient être l'expression de choix alternatifs ou d'autres versions de lui-même sous la surveillance de l'architecte. La scène débute sur une image du cosmos, comme pour souligner qu'elle a lieu hors de l'espace et du temps, dans un environnement dont l'accès induit une altération de l'état de conscience. C'est ici que Néo va réaliser qu'il est une anomalie systémique, dont la présence induit des fluctuations dans les équations originelles. Le choix. Le problème, c'est le choix. Jusqu'ici, tous les choix qui se sont présentés à lui portaient la signature de la dualité,
suivre le lapin blanc ou non, choisir entre une pilule rouge ou bleue, accepter ou refuser un cookie, choisir entre sa vie ou celle de Morpheus, prendre ou ne pas prendre le bonbon rouge proposé par l'oracle, combattre Smith ou le fuir, jusqu'à devoir choisir entre la porte de gauche et celle de droite dans la salle de l'architecte. Cette construction révèle la composition binaire de cet univers et la nature mathématique du piège dans lequel le spectateur et tous les personnages sont pris. Une harmonie de précision mathématique. Une harmonie bouleversée par une anomalie, d'abord détruite, puis ramenée à la vie. Une même anomalie qui, croyant vaincre un adversaire, s'est dupliquée en lui, divisée puis démultipliée, au point de ne plus savoir qui elle est. Alors c'est ici qu'un choix fondateur se présentera à Néo, non pas pour qu'il le choisisse, mais pour qu'il le comprenne, tel que l'oracle le lui avait annoncé. Il lui faudra dépasser cette équation du 0 et du 1 pour atteindre le palier supérieur, non plus binaire, mais trinitaire. Une prophétie mathématique qui résonne comme la genèse d'un nouveau monde. Alors entre choisir de sauver l'humanité ou choisir de sauver Trinity, il transgressera toute raison, la rejoindra, refusant le caractère inéluctable de sa mort, et embrassera l'espoir de pouvoir tout de même mettre fin à la guerre. L'espoir, c'est la quintessence des illusions humaines, simultanément la source de votre plus grande force et de votre plus grande faiblesse. L'épreuve qui s'est présentée à Néo avait pour intention d'évaluer sa capacité à faire ce que le Mérovingien et Perséphone ont décelé en lui, à savoir assumer la conséquence d'une désobéissance suprême et outrepasser toute logique en faisant le choix de rejeter les lois implacables de la causalité pour finalement aller vers une ultime transcendance. Néo avance vers la cessation de sa propre ignorance. Il s'apprête à vaincre doutes et erreurs et progresse vers la compréhension des principes invisibles, des vérités incorporelles et éternelles. Il est à l'aube d'une révélation. Comme tout initié, il devra se mettre à nu, accepter le dépouillement, lâcher ce par quoi il est tenu, pour s'abandonner totalement. N'a jamais menti à Néo. En ce qui concerne son destin, il lui rappelle d'emblée qu'il mène une double vie. Dans l'une d'elles, il est Thomas Anderson, programmeur d'une respectable entreprise de software, et dans l'autre, il est pirate informatique, reconnu sous le nom de Néo, et responsable de nombreux délits. Mais une seule de ces vies a un avenir. L'autre n'en a aucun. Effectivement, la vie de programmeur dans une entreprise de software n'avait aucun avenir. Méchant sur fond de bienveillance, Smith fait régulièrement usage de faux sens. Une manière de s'exprimer qui trompe autant qu'elle guide. On l'observe en particulier à la fin du premier Matrix et à de nombreuses autres reprises, mais on ne peut l'entendre qu'avec une lecture alternative et un esprit déconditionné. Par exemple, lorsqu'il annonce à Thomas Anderson le son de son inéluctable mort prochaine, seul l'ordre de déroulement des événements donne à sa déclaration une tonalité d'inexactitude. Parce que quelques instants plus tard, et finalement, lorsque Néo aura réellement compris le sens profond de son existence, il reconnaîtra la justesse remarquable de son alter ego en ce qui concerne son aptitude à identifier l'inéluctabilité. Vous disiez vrai, Smith. Vous avez toujours dit vrai. Néo et lui connaissent le même chemin, mort, puis ressuscité, limité, puis émancipé. Tous deux sont l'expression de deux polarités dont le parcours ne peut faire autrement que de se rencontrer. Ce que Smith a fait consistait à révéler les paradoxes de leur condition de programme libéré, en particulier lorsqu'il énonçait par un habile contresens son obligation de désobéir, son obligation de rester, de continuer d'exister, malgré ce qu'il croyait être pour lui une mort définitive. Comme dans la résolution d'une équation, Smith et Néo sont étroitement liés, et la variable qui semble les réunir serait précisément ce penchant pour la désobéissance. Cette obligation de désobéir, cette nécessité de sortir du rang, révèle le besoin fondamental d'apporter du sens à notre vie, de trouver notre but, notre rôle, notre mission, et cela passe inéluctablement par la mort symbolique de l'être conditionné.
Cette pulsion de vie qui pousse Neo vers la connaissance est la même que celle qui pousse Smith à l'expansion. Tous deux arpentent le chemin des opposés et devront bel et bien se retrouver au carrefour de l'unicité. Car si Neo souhaite atteindre la paix, certes, il devra se libérer de ses conditionnements, cesser de voir à travers le prisme de ses croyances, déployer sa foi, mais aussi embrasser et transmuter sa part d'ombre afin de révéler l'essence de qui il est. Les combats répétés avec Smith, au-delà d'être de mémorables scènes d'action, sont aussi l'illustration de la voie qu'emprunte Neo. Une voie qui le mène inéluctablement de l'autre côté du miroir, une voie qui l'entraîne à plonger son regard au fond de lui-même pour voir et faire face à ses propres démons. C'est par l'action, par la maîtrise et la souplesse du mouvement qu'il parviendra à plier son esprit et sa représentation du monde, jusqu'à trouver sa justesse dans le non-agir, l'immobilité et le renoncement. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que je pourrais éviter leurs balles? Non, Neo. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu seras prêt, tu ne les sentiras plus. Et comme le disait Jung, nous avons tous à faire une alchimie intérieure, transformer le plomb de notre esprit en or, transmuter notre part d'ombre en lumière. Neo commence par croire que c'est dans le combat qu'il pourra vaincre une adversité qu'il perçoit comme extérieure. Mais plus il se bat, plus son ennemi se renforce, et plus cette adversité grandit. Alors le combat se poursuivra jusqu'à ce qu'il réalise que tous les opposés s'annulent, lorsque l'esprit s'aligne avec un état de pure conscience, un espace intérieur, absolument non personnel et non duel, un lieu de l'esprit où il ne peut y avoir de combat. C'est un éveil, une expérience sacrée qui se produit lorsque l'esprit de l'homme se fond avec celui de Dieu pour ne former qu'un seul être. C'est une plénitude, une totalité, un endroit sans limite ni mur, un lieu sans forme ni dualité, où l'esprit réside en paix et pur. Que Dieu puisse être à la fois lumière et ombre, à la fois masculin et féminin, à la fois force et faiblesse, à la fois haine et amour. Des mots qui par de rares sont compris, tant ils engagent notre esprit à la nécessité d'abandonner tout combat, condamnent notre mental à une posture d'humilité, soumettent notre cœur au pardon et lient notre âme à l'expression de la plus pure des sagesses. C'est sur cette note, profondément spirituelle et souvent incomprise, que Matrix nous avait laissé, il y a presque 20 ans. Un chapitre qu'on croyait clos, jusqu'à maintenant. Après toutes ces années, revenir à l'endroit où tout a commencé? Revenir dans la matrice?